on a eu, à travers l'accord de Paris, une humanité rassemblée. D'une certaine façon, c'est la fin de la négociation qui a duré 15 ans. Et donc s'est construit à Paris une culture collective, alors bien sûr avec des écarts, mais quand même une vision globale, convergente de ce que devait être le mode de développement dans le futur. Et à côté du texte de l'accord, qui pour les gens normalement constitués est illisible, ce qui a été tout à fait déterminant, c'est les contributions, c'est-à-dire les stratégies 2030 que les pays ont rendues avant la conférence de Paris. Donc on avait des copies de 189 pays sur 195. Bon. Cet accord, il est donc solide. Alors, il n'y a pas de système de sanctions, mais il est politiquement contraignant. Derrière, à quoi servait la COP de Marrakech? Bien évidemment, écrire les petites lignes du contrat. Alors, là-dessus, il y a eu deux phénomènes qui se sont percutés et qui donc ont changé le cours de cette COP 22. Le premier, c'est la rapidité avec laquelle s'est faite la ratification. L'échéance que tout le monde attendait, c'était 2018. 55 pays représentant 55% des émissions ont signé début octobre et l'accord a été ratifié et est entré en vigueur le 4 novembre. Bon. 3 jours plus tard, le 7 novembre, c'était l'élection de Donald Trump. Et comme c'est la coutume, le président sortant expédie les affaires courantes et ne peut plus faire de négociations internationales comme si le président nouveau n'était pas élu. Donc on s'est retrouvé quand même avec une absence côté américain. Cette absence, elle est d'autant plus difficile que, bien évidemment, les sujets, je dirais les plus brûlants, notamment pour les pays en développement, c'est la mobilisation des 100 milliards. Donc est-ce que les États-Unis vont tenir leur part des 100 milliards ? Et bien évidemment, vous comprendrez que la négociation a été quand même en partie bloquée, avec à la fin de la négociation deux types de parties qui ont été extrêmement déçus de la conférence de Marrakech, les pays les plus vulnérables et les pays en développement les moins avancés, qui voulaient accéder le plus vite possible au financement pour monter des projets, je dirais, par rapport à l'échéance 2020. Et puis, une forte déception du côté de la société civile marocaine qui espérait que la COP 22 du Maroc atteigne des objectifs bien évidemment plus avancés. On passe du monde des négociateurs au monde des opérateurs. Ou si vous voulez, on passe de la COP des États à la COP des pays. Les pays, ça veut dire tous les niveaux. Je dirais, de l'État aux citoyens. Bon. Et c'est bien là le caractère nouveau. Alors le concept qui est ressorti, c'est le concept de coalition que je trouve un petit peu trop politique. Pour moi, c'est plus des attelages que des coalitions. Donc les États, les entreprises, les structures professionnelles, les villes, les territoires, les banques, les milieux académiques, les experts et les différents niveaux de la société civile. Il faut constituer des attelages soit par secteur, soit par filière, donc qui peuvent être multisecteurs, soit des sujets transversaux. On a là 76 coalitions de nature totalement différente. Ces coalitions sont des nids douillés. Je dirais des matrices à fabriquer des projets, à développer des compétences, et puis derrière, à trouver, à rencontrer des financements. Il faut que les pays en développement rentrent dans les nids. Il faut que les fédérations professionnelles, y compris des entreprises de taille moyenne, rentrent dans les nids. Et il faut que l'ensemble des acteurs de la société civile rentrent dans les nids. Ces attelages, c'est des structures nouvelles comme on n'en a jamais eu dans l'humanité, de mise en œuvre multi-acteurs pour tirer des dynamiques économiques.
La question de l'agriculture et la question alimentaire à l'horizon 2050, vous le savez, n'est pas réglée. 10 milliards d'habitants, donc 2 milliards de plus qu'aujourd'hui, sachant qu'il y a 800 millions d'aujourd'hui de gens qui sont mal nourris et qu'on perd des terres agricoles chaque année. Bon. Et l'avancée qui a été faite, c'est qu'on change complètement de conception des pratiques agricoles. On a rêvé pendant un siècle et demi à faire de l'agriculture engrais liquide sur cailloux. Bon. Pour constater, au moment où on s'intéresse à la question du climat, qu'on a énormément perdu de stockage de carbone dans les sols. Et donc c'est un retour à l'agronomie. Vous avez une initiative d'ailleurs qui a été poussée par le ministre Le Foll, qui a énormément de succès, qui s'appelle 4 pour 1000, c'est-à-dire augmenter chaque année de 4 millièmes le stockage de carbone dans les sols. Les objectifs atteignables par ce type d'initiative, c'est 1,2 milliard de tonnes de CO2 par an de stocker de nouveau dans le sol. Le problème, c'est qu'on n'a toujours pas un récit pour la personne. Moi, j'ai un critère très très simple. Comment un père et une mère qui ont un enfant de 10 ans lui racontent sa vie dans ce siècle. Cet enfant vivra jusqu'en 2100. Et vous comprenez qu'on ne peut pas avoir une adhésion volontaire de la part des gens sans récit à la personne. Pour le coup, ce qui nous manque beaucoup en ce moment, que les parents savent dire quelque chose à leurs enfants. Il faut dire à nos enfants que leur vie sera très différente de la nôtre. Un enfant aura, aujourd'hui, dans ce siècle, avec son téléphone portable, s'il le veut, accès à plus de personnes que toutes les générations cumulées qui l'ont précédé. Donc on n'est pas dans une fermeture de l'histoire, on est dans une énorme bifurcation de l'histoire. Des vies qui seront plus légères en consommation de matières premières et en émissions de polluants, mais qui seront beaucoup plus lourdes en contact humain, en connaissances, en acquis culturels, en musique, ça c'est sûr, que les vies qui les ont précédées. Et donc, si vous voulez, la complexité, c'est la diversité. Et c'est la diversité qui permet de traiter la complexité d'une façon objective. En fait, on a camouflé aux yeux des gens l'affaire du changement climatique. Quand on est sur l'hypothèse qu'il faut diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre, ça ne peut pas être résolu par une checklist de petits gestes, même si la checklist est très longue. En fait, si vous voulez que les gens agissent, ce qu'on a appris à faire avec l'économie quand même, c'est qu'il faut que les gens comprennent quel est leur budget. Et il faut qu'ils comprennent dans leur budget carbone pour la circonstance, quelle est la portée de leurs actes. Et qu'ils arrivent à dealer avec eux-mêmes sur quelles sont les choses qui sont possibles, les choses qui ne sont pas possibles, les grosses et les petites. On ne peut pas résoudre la question du changement climatique sans traiter comme un seul paquet la technologie, l'organisation collective et le comportement personnel. Il faut chaîner tout ça. Et donc vous comprenez bien qu'on a un enjeu éducatif, non pas seulement sur les gamins, parce que les gamins qui sont à l'école maternelle aujourd'hui, ils ne seront pas encore au pouvoir en 2050. Enfin, selon les règles actuelles, il y a peu de chance. Bon. Et donc, c'est les générations d'avant qui doivent commencer le taf. Il n'y aura pas de mandat pour les responsables politiques si on ne rassure pas les gens et qu'on ne leur explique pas quelle est leur transition dans leur vie. C'est-à-dire la garantie qu'ils vont avoir de meilleures conditions de vie qu'aujourd'hui pour les plus modestes, ou qu'ils vont garder de très très bonnes conditions de vie, je dirais, dans les pays développés, alors qu'on leur annonce, par exemple pour la France, une division par 4 des émissions par habitant. Spontanément, les gens vivent une division par 4 des émissions par habitant comme une énorme régression de leur mode de vie. Et si on ne répond pas à ça, ça ne passe pas. Alors je voudrais terminer donc en vous disant qu'il faut se remettre dans des exercices d'écriture littéraire. Ce qui est révolutionnaire au sens fort du terme aujourd'hui, c'est l'empathie. Et donc il faut qu'on avance sur des outils de communication qui s'articulent autour de récits de vie réussis. Je vous souhaite à vous et à vos familles une bonne vie au XXIe siècle.